Bonjour à toutes et à toutes, bonjour Madame la directrice adjointe de la DGS, bonjour Madame l'adjointe à la santé de la mairie de Paris, bonjour Monsieur le président de la MILDECA, cher Nicolas Pris, et puis bonjour à Monsieur le directeur régional de l'ARS. Alors vous entendez, j'ai la voix un peu cassée, ça doit être un côté vieux cabot, à l'usure, voilà, donc... J'ai eu un petit problème de lumbago, ce qui donne mon côté un peu rigide, ce qui en rajoute. Mais rassurez-vous, pour l'instant, le cerveau continue de fonctionner à peu près bien. Il me revient donc pour la dernière fois, ça commence bien, ne vous moquez pas, de vous expliquer par quel raisonnement subtil le conseil d'administration de cette vieille fédération est passé pour vous imposer ce thème et en faire un sujet de réflexion. Alors, les intervenants qui sont passés avant moi avaient tous dit gentiment où on n'a pas envie d'aller sur ce terrain-là, nous ne déclinerons pas des propos. Et puis, quand même, petit à petit, j'ai constaté avec plaisir qu'ils s'y sont tous un peu essayés, hein, à voir ce que ça pouvait donner, cet humain augmenté, et ce que ça pouvait donner, ce changement de paradigme. Il m'en revient de vous en donner une vision plus personnelle. C'est le jeu, hein, et j'espère qu'il vous permettra de rentrer dans les 3 grandes plénières qui vont se compléter, puis dans l'ensemble des ateliers et des conférences. Allons-y. L'Homo sapiens, de l'Homo sapiens aux premiers paysans, des ouvriers de la révolution industrielle aux enfants des technologies de l'information, l'homme noue avec les objets qu'il invente, des relations dont la complexité augmente aussi exponentiellement que le nombre et la technicité, au risque de susciter une technophobie, comme le souligne Catherine Malabou. Pour l'éviter, nous avions réfléchi à l'appropriation de ces techniques, objets ou substances potentiellement addictives, ce qui nous a conduit à défendre des politiques de régulation. Nous en avons l'an dernier, au Havre, étudié les versants juridiques et économiques, ceux d'un bon usage du monde. Cette année, nous aborderons le versant du bon usage de soi, entre paradis et intelligence artificielle. Commençons par l'intelligence, notion en débat permanent pour l'ancien étudiant de psycho que j'étais bien longtemps, Piaget par exemple. Voilà, qui n'a pas connu Piaget. Mais je citerai René Zazot. Il lui donnait une double mission. D'une part, produire les inventions capables de résoudre nos problèmes en repoussant les limites du possible jusqu'à faire de l'humain l'espèce dominant le monde, héritant au passage de la responsabilité de ne pas le détruire. D'autre part, contrôler ce dépassement des limites pour juguler son risque d'aveuglement par ses excès de toute puissance. D'autres dimensions de l'intelligence se sont depuis ajoutées, émotionnelles, collectives, digitales, en attendant l'intelligence suprahumaine que l'on nous promet. Ces intelligences ne servirent pas d'emblée à atteindre un paradis, souvent à l'époque plus religieux qu'artificiel. Selon le classique scénario prométhéen des 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ, elles ont d'abord permis à l'humain, sous-doté par la nature, de rattraper son retard en allumant le feu, premier objet d'augmentation. Ce rattrapage s'est aussi et dès l'origine appuyé sur l'éducation et son augmentation des compétences. Éducation et objet se sont ainsi associés au service d'une perfectibilité humaine soumise tout au long du Moyen Âge à la volonté divine et aux limites de la nature. Elle s'en émancipera grâce à la révolution scientifique du XVIIe et aux Lumières du XVIIIe. L'homme prend alors son destin en charge, se rêvant
Entrepreneur de lui-même, il expérimente le libre arbitre. Adam Smith et Auguste Comte feront ensuite de la perfectibilité une loi du progrès, apte à corriger les imperfections du monde. Marx la placera sur le terrain de l'économie et de l'industrie. À la fin du 19e, le darwinisme y verra un principe de sélection biologique. Au XXe et en début du XXIe siècle, avec Wiener et la cybernétique, elle donnera naissance à l'ordinateur et à l'intelligence artificielle, initiant l'actuelle société de l'amélioration, très bien décrite par Nicolas Le Dévédec. Une part de la médecine dans cette société devient médecine de l'augmentation, cherchant à optimiser l'humain. L'expérimentation des substances s'y banalise, en faisant espérer de nouvelles, plus efficaces et moins dangereuses, entre rythme binaural ou nootrope, ou faisant, à l'inverse, redouter l'infinie comédie des produits, comme dans le roman éponyme de David Foster Wallace. Alors pour ceux qui sont des fidèles, vous savez que chaque année, je vous conseille la lecture d'un livre absolument illisible. Celui-ci fait 1300 pages, mais vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas déjà lu, je vous le conseille, il est sublimissime. Démultiplié par l'intelligence artificielle, l'antique perfectibilité est au cœur de nombreux débats. Crainte du remplacement de l'humain par les robots, crainte sur sa gouvernance économique, espoir pour la santé de traitements, de diagnostics et autres avancées rendues possibles par sa formidable collecte de données et sa puissance de calcul. Nous aborderons ce matin un sujet plus modeste, en lien avec l'insatiable désir de récompense et la perfectibilité humaine. Maintenant émancipés des dieux de la nature, dégagés de la chimie, augmentées par l'intelligence artificielle et les possibles des technosciences, elles convergent toutes les deux pour offrir à l'humain un monde sans limite et de satisfaction permanente. Cet espoir d'un paradis où durent les moments doux, croisant un imaginaire de science-fiction, mais capté par une économie débridée, risque autant d'épuiser les ressources de la personne que celles de la planète. Avant de proposer et de risquer quelques réponses, prenons le temps d'en peser 3 enjeux. Loin de la polémique qu'avait ouvert le livre de Sloterdijk, Règles pour le parc humain, loin de celle que suscitent les possibles des sciences, les débats actuels sur la GPA, sur l'euthanasie, ou de celles qui continuent d'avoir lieu sur le statut de l'alcool, du cannabis et autres. Le premier de ces 3 enjeux, c'est celui de l'effacement de nos principales limites. Les limites spatiales, nous allons partout, sur la Terre comme au ciel, avec entre autres conséquences ces flux humains de marchandises d'un marché mondialisé au milieu duquel circulent les drogues. Et pour les flux humains, si vous êtes venu en passant par les portes de Paris, vous aurez vu les difficultés que la mairie de Paris continue d'affronter au niveau effectivement de ce qu'on appelle les migrants. Limites temporelles, transcendées par ces accès rapides et permanents à l'état de plaisir que nous avons inventé. Ce double dépassement concurrence la traditionnelle répétition, effort, frustration de l'exercice de soi, à qui incombait jusqu'à présent l'essentiel de ce travail. La répétition reste au cœur de l'apprentissage. Selon les recherches les plus récentes des neurosciences, par exemple, je pense à Pascal Toscani, répéter un exercice, un geste, jusqu'à le faire sans réfléchir, jusqu'à ce qu'il fasse corps, permet de se l'approprier. Mais comme dans d'autres contraintes, la répétition n'est supportée que pour les plaisirs qu'elle ouvre. La victoire pour le sportif, la gloire pour l'artiste, la place sociale pour chacun. Or, c'est cet équilibre que les nouvelles possibilités de dépassement des limites sont en train de changer. Lipovetsky avait souligné combien l'hyperconsommation banalisait le recours aux stupéfiants en saturant le désir d'une offre. Nick Bostrom pose l'hypothèse que l'actuelle bioperfectibilité, en transformant les limites naturelles en d'inutiles obstacles,
effaçables, démode l'effort d'apprentissage, ouvrant la voie à un dopage généralisé. Dans l'histoire de l'addiction, ce contournement des limites par une aide chimique, suspectée d'en empêcher l'expiation, tout en reproduisant le modèle, a inspiré des solutions antimédicamenteuses aux conséquences dramatiques, comme celles vécues à l'époque du patriarche. On retrouve, hélas, un peu de cette posture dans certaines mises en cause de la stimulation cérébrale profonde, expérimentée dans le traitement de l'alcoolisme ou dans la neuroaugmentation, ce nouveau métissage humain par hybridation du cerveau avec des composantes électriques, assimilées à du dopage intellectuel. Or, l'histoire rend modeste sur la possibilité d'anticiper si les effets des avancées technologiques seront positifs ou négatifs. Ils se déplacent d'un domaine à l'autre, de l'eugénisme à l'aide aux vulnérables, du poison aux médicaments. Souvenons-nous, j'ai commencé ma profession, mon activité professionnelle, la méthadone était une drogue. Si l'on veut sortir des impasses moralistes, il faut se poser les questions qu'abordera la plénière de demain, animée par Sandrine Cabu, auteure avec Marc Lévesque d'un beau livre sur la médecine de l'âme. Dépasser l'interdit ou faire preuve de curiosité condamne-t-il à ne plus savoir s'arrêter ou se contrôler? Atteindre plus vite le plaisir en supprime-t-il les chemins de traverse? Les catégories d'infini et d'accélération sont-elles seules aptes à nous satisfaire? Comment préserver la capacité à ne pas faire ce dont nous sommes pourtant capables, cher à Spinoza autant qu'à Deleuze? Oui, garder le contrôle de soi dans un monde sans limite devient un défi qui concerne autant l'humain augmenté que la personne usagère, quand elle veut préserver ce temps de l'usage, ce petit dribble du plaisir avec la norme, et le différencier du temps où l'emprise biologique en réduit la complexité à une répétition devenue mécanique et mortifère. C'est l'évolution de la complexité qui sera le deuxième enjeu commun entre la perfectibilité humaine et l'expérience d'usage. Il serait trop long dans cette introduction de définir avec précision le paramètre de cette complexité si propre à l'humain. Il faudra nous contenter de l'évoquer en creux, à travers quelques scénarios où elle disparaît. Celui de l'addiction, que je viens d'évoquer, pour commencer, quand le processus de focalisation que nous avions décrit avec Alain Morel vient appauvrir les interactions émotives, sociales et psychologiques jusqu'à réduire la vie au seul rituel de l'usage. Avec des conséquences heureusement souvent moins sanitaires, celui de tous ces passionnés qui s'enferment dans leur communauté d'usage. La complexité disparaît aussi dans notre société de transparence avec le scénario des algorithmes qui évacue erreurs, contradictions et surprises, limitant nos choix à leur présélection. Elles se retrouvent enfin dans nos existences, parfois monotones, avec leurs habitudes, cette seconde nature d'Aristote, et leurs répétitions, pas toujours apprenantes. À l'encontre de cette énumération, la disparition de la complexité donne aussi à nos existences l'exceptionnelle saveur de ces moments où l'on se sent bien, en accord avec soi-même, avec ceux qui nous entourent, avec le monde dans lequel on se trouve. Ces moments, vous les connaissez, ces parenthèses dont on voudrait qu'elles durent toujours, où tout est harmonieux, sans effort, sans conflit. Ça coule, c'est cool, c'est un paradis. Que survienne un accident, que survienne une rencontre ou une maladie, et se découvre alors, à côté de la vie vécue, d'autres inflexions qui vont la changer, d'autres mondes pour d'autres vies que l'on pourrait avoir, mais qui, elles, resteront virtuelles. À ces vies perdues, comme à ces vies imaginées, il nous arrive de rêver avec envie
ou de frémir avec angoisse ou colère. L'hésitation sur les vies possibles, le jeu est un autre, est au cœur des questions de la jeunesse. Avec l'âge, le mécanisme s'inverse, on a sa vie derrière soi, avec les éventuels regrets des vies que l'on aurait pu avoir. Alors, quand le neuromarketing s'allie au big data pour profiler nos choix, quelle hésitation succède le clic autoconfirmant et la mécanisation des recherches, au risque de supprimer l'aléa. Il faut s'interroger sur la préservation du libre arbitre et de nos jeux avec la complexité. 3 exemples rapides au passage. En premier, un risque d'accentuation de l'entre-soi, repliant la diversité du monde sur la singularité des attentes, offrant à la personne un univers moulé à ses désirs qui ne lui résiste plus, ne la surprend plus. Elle rend moins apte à supporter l'autre et ses différences, au risque du totalitarisme des foules évoqué par Huxley, ou de la monotonie dont s'inquiétait déjà en 1947 Bernanos avec cette belle citation « Au regard du nombre sans cesse croissant d'hommes habitués dès leur enfance à ne désirer que ce que les machines peuvent leur donner. » En serons-nous augmentés ou limités de cet entre-soi? Deuxième exemple, l'automatisation du choix. L'automatisation du choix de la saine attitude, je crois que ça a été évoqué par un des intervenants de la plénière, par tous ces capteurs de l'e-santé qui équipent maintenant l'homme neurocalculateur. Un exemple, l'antidémarreur éthylométrique ou la voiture sans chauffeur qui déjà le remplace. Mais là aussi, sortirons-nous renforcés ou affaiblis d'avoir laissé le contrôle de soi à l'automatisation de la surveillance? Un dernier exemple qui illustre l'opposition passé-modernité et que je dois à Jean-Michel Delille. Dans le passé, Bachelard avait décrit les dangers du feu, ses incendies et brûlures autant que ses bienfaits, nos rêveries devant ces flammes ou ces temps de partage d'un repas qu'il permet de préparer. Et voilà qu'aujourd'hui, les écrans sont suspectés de détruire ce qui reste de ces temps communs, captant l'attention des enfants hors du foyer familial, alors qu'ils sont aussi de formidables supports d'ouverture au monde. Saurons-nous faire la part des écrans comme nous avons appris à faire la part du feu? Nous terminerons notre réflexion sur cet enjeu nouveau, celui de la captation de l'attention. Nouveau conflit entre le monde univoque de la technologie et celui polysémique de la culture, ou simple et nécessaire étape d'acculturation. L'importance de l'attention nous est rappelée autant par ces injonctions à être attentifs que par les nombreux efforts faits pour attirer l'attention. Les repentis de l'industrie californienne dénoncent maintenant les pirates de l'attention qu'ils ont inventés et nous en dévoilent les enjeux économiques. Notre attention a un prix. D'autres travaux en soulignent les conséquences néfastes. Et une récente tribune de Richard Fried va même jusqu'à dénoncer une alliance neurosciences et psychologie de l'enfant qui présiderait à l'élaboration de programmes et objets de plus en plus aptes à capter l'attention. En 2009, dans cette même salle, nous nous interrogions sur les possibles limitations de l'hypersollicitation suscitée par la culture consumériste. On commençait alors à parler de semaines sans écran, de digital détox. Il est aujourd'hui banal de conseiller des stratégies de gestion de l'objet, désactiver ses notifications, partir en vacances dans une zone blanche, ne pas dormir avec son écran. Et nos écoles vont expérimenter le sans portable et le ministre de l'Éducation nationale parle de s'adapter à une civilisation des écrans. Mais sous un autre angle, dès 1980, Norbert Elias nous avertissait que la complexité de nos sociétés nécessiterait un haut niveau de contrôle de soi. Avec la prise en compte actuelle de l'épigénèse, du rôle des habitudes, de l'expérience et de l'éducation dans le développement des connexions neuronales, popularisées entre autres par Stanislas Dehaene, les réponses visant ce meilleur contrôle de soi sont proposées.
illustrée au hasard par le succès de Petit Bambou ou la mode de la pleine conscience. Les experts sont nombreux à réclamer cette éducation préventive et encore plus quand ils sont hors du champ de l'addiction. Jean-Philippe Lachaud, chercheur en neurosciences, la multiplication des écrans nécessite de réguler la rencontre entre nos enfants et ces objets potentiellement addictifs et d'éduquer leur attention, pas simplement de repérer et de traiter l'addiction. Gérard Berry, qui est l'actuel titulaire de la chaire informatique au Collège de France, défend, lui, un enseignement multisensoriel qui mettrait au même plan motricité et intellect et harmoniserait la progression personnelle et l'interaction avec les autres. Intégrant à cet enseignement la logique informatique, il apporterait cette explicabilité souhaitée dans le récent rapport Villani, aidant cet homme idéal à recourir aux algorithmes quand ils démultiplient ses capacités ou à les écarter quand ils nuisent à la liberté de nos choix. Repenser et renforcer l'éducation tout en évitant une exposition trop précoce et passive à la publicité, au marketing, aux écrans, préserverait ainsi l'attention comme ce socle du libre arbitre que vous évoquiez, Monsieur le Président de la Mildeca, du respect de soi et de l'autre. Mais le risque est grand que cette éducation soit inégalement proposée. Nous en débattrons lors de la plénière confiée à Louise Touré, animatrice de la rue des Écoles sur France Culture. Ce rapide survol de 3 enjeux communs, humains augmentés, personnes usagères, nous a aidés, je l'espère, à interroger leur ambition partagée d'un paradis sans contrainte ni limite. Pour l'atteindre, nous avons donc modifié nos limites temporospatiales, attentionnelles et les paradoxes de notre complexité, induisant indirectement un changement de statut des drogues, qui sont devenues des marchandises dans un monde où l'humain continue d'en inventer chaque jour. Nous avons aussi transformé le cadre où s'en ressentent les effets, accentuant l'impact de ces moments d'exception hérités de l'hubris grecque, où l'anticipation de la mort comme inéluctable et de la vieillesse comme inévitable incite à jouir au mieux de l'étroite fenêtre du présent pour vivre cette belle vie qu'avait évoquée l'an dernier Patrick Farreau. Dans un tel contexte, rares sont les pratiques sans risque, y compris les plus saines. Le sport peut conduire au bienfait de l'activité physique, que nous souhaitons tous, autant qu'au méfait du dopage et de la bigorexie. Les écrans donnent lieu à des problèmes bien réels, et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a rappelé de ce qu'il en est de l'alcool, ce vieil ami qui nous veut tellement de mal. Cela aurait dû conduire à quitter la posture où, abandonnant son rôle régulateur, notre société pousse à l'extrême le paradoxe de promouvoir ce que dans le même temps elle réprime. Et donc, cela aurait dû conduire à changer les pratiques pénales. J'ai cru entendre que cela ne semble hélas pas le cas. Un toilettage à coups d'amende forfaitaire, un énième plan de lutte contre le trafic sont annoncés, laissant encore, j'ai bien entendu qu'il y a encore quelques étapes de concertation, l'alcool se déverser par les brèches ouvertes dans la loi Evin. Pourtant, accompagner l'usager confirme l'importance des règles, des lois, des limites et leur fonction de protection quand elles osent réguler l'accès, modérer l'incitation publicitaire sans forcément pénaliser l'usager. Pourtant, accompagner l'usager nous rappelle le danger de vouloir normaliser trop vite en pénalisant justement l'usager, la personne, une nature humaine aussi diverse que complexe. D'où la nécessité de compléter ces règles et limites par une éducation préventive. Ainsi, comme aime à le dire Jean-Michel Delille, le champ de l'addictologie resterait celui du trouble des usages, en évitant de systématiquement pathologiser une expérience,
dont il faut pourtant clairement dire, redire et contenir les risques, y compris les plaisirs du risque, car pour être un bon vivant, mieux vaut rester vivant, ajoute William Lowenstein, dont on sait le rôle qu'il a tenu pour lancer ces pratiques de réduction des risques en France. Alors, osons la régulation. Comment ne pas faire le lien, effectivement, entre l'épidémie d'overdose aux USA et la faible régulation des médicaments antidouleurs qui l'a précédé? Et saluons quand même le travail fait chez nous par l'ANESM, les contributions du groupe T2RA de la DGS. Saluons ces processus de régulation. Comment ne pas s'inquiéter de la privatisation partielle annoncée de la FDJ, alors même que l'action de l'autorité de régulation des jeux en ligne, l'ARJEL, reste encore trop limitée? Posons-nous la question d'une régulation des écrans et mesurons le piège d'avoir laissé aux seuls industriels de l'alcool l'usage et la définition du mot modération, et regardons comment ils sont en train de s'emparer de l'usage et de la définition du mot usage raisonnable. L'exercice du libre arbitre n'a pas été préservé par une prohibition qui a placé les produits dans les mains des mafias, entraînant une répression d'autant plus vaine et violente qu'elle prend à contre-pied la culture de l'hyperusage. L'exercice du libre arbitre n'a pas plus été préservé par un marché soumis à l'influence des lobbies et qui fait porter l'essentiel du contrôle aux usagers. Pour sortir de ces approches où le décideur semble surtout se protéger de la complexité du sujet, défendons les 4 registres d'une politique de régulation. D'abord, et ça a été évoqué, le registre de l'information sur les produits, leurs dangers, leurs risques. À l'exemple du pictogramme, à l'exemple du Nutri-Score qui a du mal à complètement s'imposer, à l'exemple des campagnes que font Santé publique France, du travail que fait Math Digital, présent ici, à l'exemple de ce que pourrait être la mission du service sanitaire, donner de l'information objective sur les produits et les risques reste absolument nécessaire. Mais c'est bien évidemment complètement insuffisant et résumer une politique de prévention à ça serait dramatique. Il nous faut aussi oser, et c'est un des sujets les plus passionnants pour moi de l'addiction, c'est le regard qu'il nous amène à poser sur la société dans son ensemble. Il nous faut oser retourner du côté de la production. Une production raisonnée pour une consommation raisonnable. Un marché régulé pour un accès régulé. Les drogues sont des marchandises, bien évidemment, mais ce ne sont pas des marchandises comme les autres, ce sont des marchandises à risque. Tirons-en les conséquences. Reconstruisons les protections de la loi Evin. Renforçons les autorités de régulation. Posons des limites, prix minimum, paquet neutre, et soutenons tout le travail fait par les collègues en pharmacie libérale, qui est, on l'oublie très souvent, un extraordinaire travail de régulation de la rencontre de ces objets. Enfin, ces 2 premiers registres seront complétés par celui d'une éducation qui apprend, non le goût de la consommation, bien évidemment, mais qui apprend le partage des émotions, la gestion de son stress et de ses angoisses, la capacité à s'affirmer, indépendamment du seul effet d'une substance ou d'un objet. Et là, pour qu'il ne reste pas le privilège de quelques-uns dans ces écoles que ceux qui savent réservent à leurs enfants, vous êtes quelques-uns à vous mobiliser pour diffuser dès maintenant les programmes de compétences psychosociales promis pourtant par une précédente ministre de la Santé en 2009. Elle avait aussi promis les salles de consommation, ça au moins on l'a eu. Enfin, les registres des stratégies d'intervention précoce et de réduction des risques, en lien avec les acteurs du premier recours. Comment ne pas vous rappeler, mais certains d'entre vous ne l'ont pas oublié, qu'en 2009, quand nous tenions nos journées dans ces lieux, nous avions monté la salle de consommation expérimentale et qu'elle nous avait valu de perdre le patronage de l'AMIL des cas. Après, on s'en est expliqué. Il y avait une petite maladresse diplomatique de ma part. J'avoue que j'avais oublié de prévenir le président en exercice de l'AMIL des cas que nous allions
monter la salle de consommation dans l'espace d'exposition. Il m'avait fait remarquer que là, quand même, je poussais le bouchon un peu loin. Mais ce registre d'intervention précoce, ce registre de réduction des risques, outil extraordinaire pour rencontrer les acteurs au moment de leur consommation, en lien avec ces acteurs du premier recours, et permettre d'agir dès les premières expérimentations des personnes concernées. Ces 4 registres disposent chacun de solutions validées, mais aucune ne peut être la solution unique. Travaillons à les articuler pour, selon l'expression de William Dabb, ancien directeur de la DGS, arrêter de se contenter de dire la science et oser définir les problématiques de façon plurielle, en expliciter les incertitudes et en mettre en débat leurs implications. Vous nous invitez, Monsieur le Président, à nous mobiliser, acteurs des mondes économiques, culturels, sportifs, de la formation, de l'éducation, des soins, de la RDR, famille et entourage. Nous y sommes prêts, mais non pour mener une ingagnable terre à la grogue, mais au service d'une régulation qui se déploierait sur ces 4 registres. Alors, au moment de conclure, vous vous en doutez, il me reste difficile d'anticiper avec certitude les nouveaux paradigmes qui accompagneront l'intelligence artificielle. L'humain parfait, sans erreur et sans risque, sans surprise ni débordement, cet humain aux abus contrôlé par la technique, un peu celui de Minority Report, sera-t-il celui de nos paradis futurs, ou resterons-nous des humains perfectibles, aux vies intranquilles, luttant contre leurs passions et ambitions? Les 3 enjeux parcourus laissent imaginer que l'intelligence artificielle modifiera notre perception de l'addiction. Pas simplement par ces thérapies virtuelles qu'elle commence à déployer, les nouveaux traitements, nous avons évoqué les progrès extraordinaires qui viennent d'être faits au niveau de l'hépatite C, mais en mélangeant l'idéal de perfectibilité à son infinie puissance. Patrick Farreau, dans son dernier livre sur le capitalisme addictif, évoque la conjonction entre un contexte de technologie nouvelle et de mondialisation économique qui offre toujours plus de récompenses sur les marchés et des dispositifs neuropsychiques de récompense qui concernent tous les humains. Alors ne regrettons pas l'ordre ancien, mais soyons sans illusion sur l'éventuelle gestion technico-magique de nos désirs de belle vie. Pour éviter cette infinie comédie des objets plaisirs, armons-nous d'éducation et de réduction des risques. C'est dans cet état d'esprit qu'avec Aude Stella et Muriel Lascaux, par exemple, nous avons écrit la version parent du pacte pour les jeunes fumeurs de cannabis. Non pour angoisser, mais pour aider à agir. Il peut sembler vain d'en rester à un registre associant quête de perfectibilité et formation de soi, promotion de la santé et réduction des risques, afin que ce goût de l'intense, ces désirs de gloire et de plaisir, cette envie d'irrationnel qui sont le vif de la complexité humaine, ne se lient pas aux seuls objets ou comportements à risque. Il peut sembler naïf, alors que s'annoncent tant d'inventions nouvelles, d'aller vers le futur de l'intelligence artificielle en poursuivant avec nos enfants le pari éducatif transmis par nos parents. Nous savons qu'à lui seul, pas plus qu'aucun des 3 autres registres de régulation, il ne suffira. Mais nous savons aussi que le combat qu'il instaure en chacun de nous pour devenir un autre est bien celui qui nous fait humains, simplement humains, en acceptant la mort et les autres limites de nos vies. Il n'a rien à voir avec ces retours en arrière qu'essayent d'imposer les tenants d'obscurantisme qu'il nous faut encore combattre et affronter. Car ces limites que l'on se donne aujourd'hui, nous avons aujourd'hui conquis le droit de les choisir. C'est un droit, mais qui ne donne pas tous les droits. Il nous émancipe de nos limitations, pas de nos responsabilités, au nom d'un monde à partager, du respect de l'autre et du bon usage de soi. Alors,
Continuons simplement d'apprendre à nos enfants à choisir, c'est-à-dire à tailler dans la complexité de leur vie pour oser la vivre. Continuons de les aider à avancer, c'est-à-dire à repousser leurs limites pour en atteindre la limite. Apprenons-leur à être attentifs à eux et entre eux. Et comme disait Higelin, sur la terre, face au Dieu, tête en l'air, amoureux d'une émotion légère comme un soleil radieux. Le reste leur appartiendra.